Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction de la composition de SVT, qui est une composition standardisée, c'est-à-dire une composition qui concerne toute l'académie de IA Pikine Guédiawaye, c'est-à-dire les lycées qui sont dans la circonscription de l'IA de Pikine Guédiawaye. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire l'exercice, puis nous allons procéder à la correction comme d'habitude. Donc, ce sera une série de 3 vidéos. On va faire une vidéo par exercice, puisque l'exercice, l'épreuve comporte 3 exercices. C'est bon? Donc, je vais d'abord lire l'exercice sans plus tarder. On vous dit, on se propose d'expliquer le rôle du neurone M impliqué dans un circuit neuronique impliquant 3 autres neurones A, B et C. Pour cela, on réalise 3 expériences selon le dispositif expérimental représenté dans le document 2. Et vous avez le document 2 qui est là, qui est composé d'un neurone M et de 3 autres neurones A, B et C. C'est bon? Deuxième, voilà, ça c'est, voilà, expérience numéro 1. On enregistre dans 2 situations différentes les différences de potentiel DDP au niveau de l'oscilloscope O. Situation 1, stimulation SA appliquée au niveau du neurone A. Situation 2, stimulation simultanée SA et SB appliquée au niveau des neurones A et B. Les expériences et les résultats correspondants sont regroupés dans le tableau 3 suivant. Vous avez le tableau, celui que vous voyez ici. Situation 1, situation 2. Notez bien, le potentiel de repos d'un neurone est de moins 70 mV. Question, exploite les résultats du document 3 en vue de, petit a, préciser si les stimulations portées sur les neurones A et B sont inefficaces. Petit b, déduire la nature des synapses AM et BM. Petit c, représenter le tracé attendu si on portait une stimulation isolée et efficace au niveau du neurone B. Deuxième expérience, on injecte au niveau des terminaisons axoniques des neurones A, B et C des précurseurs radioactifs d'acétylcholine et de GABA, acide gamma-aminobutyrique. Puis on porte des stimulations isolées SA, SB et C et on suit par autoradiographie ces neurotransmetteurs lors de l'activité des synapses AM, BM et CM. Là aussi, vous avez le document 4 représente les résultats obtenus. Donc, le document 4, c'est celui que vous voyez ici. Question, exploite les données des documents 2 et 4 en vue de préciser la nature des neurones A, B et C. B, déduire la nature de la synapse CM. 3, expérience 3, on applique simultanément 3 stimulations SA, SB et C au niveau des neurones A, B et C. Le document 5 représente l'enregistrement obtenu. Le document 5 aussi est là. C'est celui que vous voyez en ce moment sur l'écran. 4. Explique l'enregistrement du document 5. À partir des informations dégagées précédemment, explique le rôle du neurone M impliqué dans le circuit neuronique représenté dans le document. Voilà. Donc, chers élèves, voici l'exercice. On va procéder à la réponse aux questions. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas également d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous. C'est bon? Donc, on procède à la réponse aux questions. Première question, on vous dit exploite les résultats du document 3 en vue de préciser si les stimulations portées sur les neurones A et B sont efficaces. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exploiter le document 3. Ici, il ne s'agit pas de donner des réponses sans exploiter le document 3. Il faut exploiter le document 3. Comment exploiter le document 3? Regardez bien, on vous dit, notez bien. Le potentiel de repos d'un neurone est de moins 70 mV. Situation 1, on vous dit, lorsque la stimulation SA avait été appliquée au niveau du neurone A, on avait enregistré une différence de potentiel de moins 70 mV. Donc, vous savez que quand 2 valeurs sont négatives, la plus grande est celle qui a la plus petite valeur absolue. Donc ici, vous allez faire la différence en faisant
moins 60 mV, moins 70 mV, vous allez vous retrouver avec une valeur de 10 mV. Donc, c'est 10 mV qui ont été enregistrés au niveau de l'oscilloscope cathodique placé au niveau de l'axone du neurone M. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'en réalité, il y a un potentiel postsynaptique qui a été enregistré. Donc, si un potentiel postsynaptique est enregistré, cela signifie quoi? Cela signifie qu'en réalité, la stimulation a été efficace. Donc, la stimulation appliquée au niveau du neurone A provoquant un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 10 mV, donc cette stimulation-là est efficace. On va faire le même raisonnement pour voir est-ce que la stimulation appliquée au niveau du neurone B est efficace. Pour cela, il faut avoir deux informations, il faut retenir deux informations à ce niveau. Premièrement, il faut d'abord vous rappeler que vous venez de dire que quand le neurone SA seulement avait été stimulé, on a retrouvé un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 10 mV. Cette fois-ci, dans la situation 2, que se passe-t-il? On a appliqué deux stimulations simultanées, c'est-à-dire on a stimulé à la fois le neurone A et le neurone B. Donc, quand les deux stimulations ont été appliquées sur les deux neurones au même moment, on a mesuré moins 65 mV. Et là aussi, on va faire la différence pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand vous faites la différence, puisque moins 65 mV est supérieur à moins 70 mV, vous allez faire moins 65 mV, moins 70 mV, vous allez vous retrouver avec une valeur de 5 mV. Donc, comparez ces 5 mV aux 10 mV que vous aviez trouvé, vous allez voir que quand on stimule à la fois le neurone A et le neurone B, on va mesurer une valeur inférieure au niveau de l'oscilloscope, une valeur inférieure qui avait été mesurée quand on a stimulé simplement le neurone A. Alors là, c'est indicatif, c'est une information très importante, car il y a lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est responsable en réalité de cette diminution du voltage. Et bien évidemment ici, qu'est-ce qui est nouveau? C'est la stimulation du neurone B qui est nouvelle. Puisque c'est la stimulation du neurone B qui est nouvelle, on va se dire qu'alors, cette stimulation du neurone B ayant provoqué un potentiel postsynaptique, donc déjà la stimulation aussi, elle est en réalité, elle est efficace. Car si elle n'avait pas été efficace, elle n'engendrerait pas, même si à côté on a stimulé le neurone A, si la stimulation du neurone B n'était pas efficace, on ne pourrait pas en réalité enregistrer ces 5 mV. C'est bon? Donc, pour dire quoi? En réalité, pour dire que les stimulations appliquées au niveau des neurones A et B sont toutes les deux efficaces. Donc, la stimulation SA seulement a provoqué un potentiel postsynaptique excitateur au niveau du cône axonique. La stimulation du neurone B a provoqué un potentiel postsynaptique inhibiteur au niveau du cône axonique B. Voilà pourquoi on a obtenu d'ailleurs, c'est à cause de ce potentiel postsynaptique inhibiteur qu'on a constaté une baisse de la valeur des potentiels mesurés. C'est bon? Donc, pour dire que là, quand on a stimulé le neurone A, il y a eu la transmission du message nerveux du neurone A vers le neurone M. De même, quand on a stimulé le neurone B, il y a encore eu la transmission du message nerveux du neurone B au neurone M. Cela signifie quoi? Cela signifie que les deux stimulations étaient efficaces. Donc, on va passer à la deuxième question. Ici, on vous dit en déduire la nature des synapses AM et BM. Eh bien, la synapse AM est une synapse excitatrice et la synapse BM est une synapse inhibitrice. Ici, qu'est-ce qui nous dit que la synapse BM est une synapse inhibitrice? Regardez, c'est toujours au niveau du document.
de la situation 2, car quand on a stimulé simultanément le neurone A et le neurone B, on a constaté une baisse du potentiel postsynaptique excitateur. On a constaté une baisse de la DDP. Parce que quand on avait stimulé seulement le neurone A, il y a eu une DDP de 10 mV. Mais quand on oscille les deux, on a obtenu en réalité une baisse de la DDP. Cela signifie que cette baisse-là, qu'est-ce qui a engendré cette baisse-là? C'est la présence du potentiel postsynaptique inhibiteur. Pour dire que alors, la synapse BM est une synapse inhibitrice. Petit c, représenter le tracé attendu si on portait une stimulation isolée et efficace au niveau du neurone B. Alors là, on vient de dire que la synapse BM est une synapse inhibitrice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle va engendrer au niveau du cône axonique, en réalité, il va engendrer là-bas une hyperpolarisation. Une hyperpolarisation. Donc, c'est un PPSI. Donc, on va représenter, puisque c'est un PPSI qu'il va engendrer, on va représenter une hyperpolarisation. Si vous représentez là-bas une dépolarisation, vous aurez dit quelque chose qui est contradictoire avec ce que vous venez de dire. Donc ici, puisque la synapse B est une synapse inhibitrice, cela veut dire que quand la substance qui va être déversée au niveau de la fente synaptique, elle va provoquer l'ouverture, en réalité, l'ouverture des canaux Cl-. Et donc, dans ce cas, c'est les Cl- qui vont entrer dans le cône axonique. Et quand ces Cl- se concentrent là-bas, ils vont provoquer une hyperpolarisation. Donc, faites très attention. C'est ça que cela signifie une synapse inhibitrice. Ça veut dire qu'elle va engendrer une hyperpolarisation représentée comme au niveau de ce que vous voyez en ce moment sur votre écran. Voilà, peut-être la question n'a pas été posée, mais on pouvait vous poser la question à savoir, parce que là aussi, beaucoup d'élèves ont des difficultés là-dessus. On pouvait vous dire, si on stimule, en réalité, ici on vous a dit que la stimulation du neurone SA et la stimulation du neurone SB sont toutes les deux efficaces. On pouvait vous dire de montrer le tracé obtenu. On pouvait placer un oscilloscope sur l'axone du neurone A, un oscilloscope aussi, un autre oscilloscope sur l'axone du neurone B. On pouvait vous demander de représenter les tracés obtenus à la suite de la stimulation SB. À la suite de la stimulation SB. Donc, je vais d'ailleurs ajouter même si ça ne fait pas partie de la question, je vais ajouter ça sur le document pour que vous puissiez voir. C'est bon? Voilà. Voici les oscilloscopes qu'on a placés. Cela n'a pas été posé, mais on rencontre ces difficultés souvent en corrigeant la copie des élèves, les copies de certains élèves. Donc, vous voyez que on pouvait vous demander de préciser le tracé qu'on obtient au niveau de l'oscilloscope O1 et au niveau de l'oscilloscope O2 à la suite de la stimulation du neurone A et de la stimulation du neurone B. Alors retenez bien que dans ce cas-là, aussi bien au niveau du neurone O1, au niveau de l'oscilloscope O1 qu'au niveau de l'oscilloscope O2, on obtient toujours une dépolarisation dans ces deux cas. Et on obtient un potentiel d'action d'ailleurs. Pourquoi on obtient un potentiel d'action? Parce que la stimulation au niveau de SA est efficace. La stimulation au niveau de SB est efficace. Les élèves n'ont pas souvent des difficultés au niveau de l'oscilloscope O1. Cependant, ils ont une difficulté au niveau de la représentation du potentiel d'action au niveau de O2. Pourquoi? Parce que selon eux, puisque la synapse BM est une synapse inhibitrice, on n'obtient pas de potentiel d'action au niveau du neurone B. Alors, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que la synapse BM est une synapse inhibitrice ou bien même que le neurone B est un neurone inhibiteur qu'on n'obtient pas de potentiel d'action au niveau de O2. On obtient un potentiel d'action à la fois au niveau de O1 qu'au niveau de O2. Cela sous-entend quoi? Que ce n'est pas parce qu'une synapse, qu'un neurone est inhibiteur qu'on n'enregistre pas de potentiel d'action lorsqu'on excite avec une intensité suffisamment importante. C'est bon? Donc ça, c'était juste une parenthèse. On continue les questions.
Expérience 2. On injecte au niveau des terminaisons axoniques des neurones A, B et C des précurseurs radioactifs d'acétylcholine et de GABA. Puis on porte des stimulations isolées SA, SB et SC. Et on suit par autoradiographie ces neurotransmetteurs lors de l'activité des synapses AM, BM et CM. La question c'est, préciser la nature des neurones A, B et M. Suivez bien. Voilà, pour répondre à cette question, il faudra bien voir. Regardez bien, on vous a dit qu'au niveau des fentes synaptiques AM et CM, on a le signe plus. Or, le signe plus là montre la présence de radioactivité. Cela signifie quoi? Qu'au niveau de la synapse AM et de la synapse BM, on a retrouvé de l'acétylcholine. Le signe moins indique quoi? Qu'on n'a pas retrouvé de l'acétylcholine au niveau de la synapse BM. De même, si on descend en bas, les signes moins sont rencontrés au niveau des synapses AM et CM. Cela signifie quoi? Qu'au niveau de ces synapses-là, on n'a pas rencontré le GABA. Par contre, on a rencontré le GABA au niveau de la synapse BM. Donc, en résumé, quand la stimulation avait été portée au niveau des neurones A, quand on a mesuré quelques millisecondes plus tard, on a rencontré au niveau de la fente synaptique en réalité de l'acétylcholine. C'est cette même acétylcholine aussi qui est rencontrée, qui est retrouvée au niveau de la synapse CM. Donc ça c'est assez indicatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, et vous savez que l'acétylcholine est une substance excitatrice. Pour montrer que alors, le neurone A et le neurone C sont des neurones excitateurs. Voilà pourquoi au niveau de la fente synaptique, on a retrouvé de l'acétylcholine. Par contre, regardez bien la substance rencontrée au niveau de la synapse BM. Au niveau de la synapse BM, vous avez retrouvé le GABA. Or, vous savez que le GABA est une substance inhibitrice. Les substances excitatrices sont libérées par les neurones excitateurs et les substances inhibitrices telles que GABA sont libérées par les neurones inhibiteurs. Pour dire quoi? Le neurone A est un neurone excitateur. Le neurone B est un neurone inhibiteur. Et le neurone C est un neurone excitateur. Question suivante. Déduire la nature de la synapse CM. Nous venons de dire que le neurone C est un neurone excitateur. Donc, sa synapse avec le neurone M sera une synapse excitatrice. C'est bon? Voilà, on passe à la question suivante. Expérience 3. On applique simultanément 3 stimulations SA, SB et SC. Au niveau des neurones A, B et C, le document 5 représente l'enregistrement obtenu. Et là, c'est très important. Regardez, cette fois-ci, c'est 3 stimulations qui sont appliquées. 3 stimulations. Donc, ici, nous avons la sommation en réalité spatiale. Donc, ne perdez pas de vue ces informations aussi. Pourquoi spatiale? Parce que ça concerne 3 neurones différents. Qu'est-ce qui se passe? Regardez au niveau du document 5. On constate d'abord l'obtention d'un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 10 mV. Puis plus tard, quelques millisecondes plus tard, on obtient un potentiel d'action, un potentiel postsynaptique excitateur, cette fois-ci d'amplitude 5 mV. On vous demande d'expliquer ce phénomène-là. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut qu'on retourne au niveau du document, au niveau du premier document, le document 2. En effet, observez bien le document 2. Il est composé d'un neurone M qui fait 3 synapses avec un neurone A, un neurone B et un neurone C. Mais si vous observez bien, il y a une différence fondamentale entre le neurone A, le neurone B et le neurone C. Quelle est la différence fondamentale? En effet, vous voyez que le neurone C est un neurone myélinisé. C'est un neurone myélinisé. Et ça, c'est très important dans la propagation de l'influx nerveux.
Car quand on déroulait le cours sur la vitesse, sur la propagation, sur la conduction de l'influx nerveux, nous avions dit que les neurones myélinisés ou bien les fibres myélinisées conduisaient beaucoup plus rapidement les informations nerveuses que les fibres amyélinisées. Alors là, et on vient de dire que dans la question précédente, que le neurone C est un neurone excitateur, que la synapse entre le neurone C et le neurone M est une synapse excitatrice. Alors, cela nous permet de donner la réponse à ce niveau-là. La différence de vitesse et la nature, en réalité, de ce neurone-là nous permet d'expliquer l'enregistrement 5. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a provoqué, quand on a stimulé simultanément à la même période le neurone A, B et C? Puisque le neurone A est un neurone, puisque le neurone C est un neurone myélinisé, c'est à ce niveau-là que les informations nerveuses, que l'influx nerveux va se propager le plus rapidement possible. Ce qui fera que l'information nerveuse issue du neurone C va arriver en premier au niveau du neurone M. Et quand il arrive au niveau du neurone M, il va déverser au niveau de la fente synaptique de l'acétylcholine. Cette acétylcholine-là va engendrer la naissance d'un potentiel postsynaptique excitateur en premier. En ce moment-là, les effets provoqués par la stimulation du neurone A et la stimulation du neurone B n'ont pas encore été engendrés. Pourquoi? Parce que eux, c'est des neurones amyélinisés. Donc, l'information nerveuse ne circule pas très rapidement à leur niveau, comparé avec celui du neurone C. Voilà pourquoi on obtient d'abord l'effet de l'enregistrement, l'effet de la stimulation du neurone C au niveau du neurone M. C'est pourquoi vous avez ici un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 10 mV. Puis plus tard, va arriver au niveau du neurone M. Au niveau du neurone M, en réalité, les effets provoqués simultanément par le neurone A et le neurone B. Souvenez-vous également du document 3 où la stimulation du neurone A avait engendré au niveau du neurone M un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 10 mV. Mais quand les deux avaient été, le A et le B, le neurone A et le neurone B avaient été stimulés simultanément, on avait obtenu un potentiel d'action, un potentiel postsynaptique excitateur d'amplitude 5 mV. Et là également, vous voyez que si vous faites la projection jusqu'au niveau, en réalité, jusqu'au niveau de l'axe des ordonnées, vous allez rencontrer un potentiel postsynaptique d'amplitude 5 mV, ce qui confirme en réalité la réponse qu'on avait donnée au niveau de la première question. C'est bon? Donc, voilà pourquoi ici, vous allez d'abord montrer qu'il y a ici en réalité, une sommation spatiale. Le neurone, c'est-à-dire le neurone M a réalisé une sommation spatiale, mais que les informations nerveuses ne sont pas arrivées au même moment. L'information nerveuse issue du neurone C est arrivée en premier. Donc, il a provoqué l'enregistrement du premier potentiel postsynaptique excitateur que vous voyez. Puis plus tard, les informations nerveuses issues de A et de B arrivent au même moment. Et là, le neurone va faire une sommation spatiale et va donner en réalité une valeur, ce qui va donner une valeur de 5 mV. Donc, voilà comment on peut expliquer l'enregistrement du document 5. On vous dit, cinquième question et dernière question. À partir des informations dégagées précédemment, explique le rôle du neurone M impliqué dans le circuit neuronique représenté dans le document 2. Ici, qu'est-ce que le neurone là a réalisé? C'est la propriété en réalité intégratrice. Elle a fait des sommations spatiales. C'est des sommations spatiales qu'elle a réalisées parce qu'à chaque fois on dit neurone A et B simultanément et on dit encore enfin neurone A, B et C simultanément. Donc, toutes les stimulations sont appliquées au niveau de 3 neurones différents. Donc, si c'est simultanément, cela veut dire que puisque les 3 neurones ne sont pas les mêmes, ils sont différents, on parle de propriété intégratrice par sommation spatiale. C'est bon?
Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de nous suivre pour voir la suite de la correction de cette composition. Comme je l'avais dit au départ, on va faire une série de 3 vidéos parce que l'exercice concernait la composition concernait 3 exercices. Merci et à très bientôt.